Alors déjà, la ratification n'est pas encore complètement terminée. C'est vrai que ce qui est assez étonnant dans l'accord de Paris, finalisé à l'issue de la COP21 en décembre 2015, c'est que le processus de ratification est plus rapide que ce qu'on attendait jusqu'à présent. Pour le coup, on se retrouve là à peu près au début du mois d'octobre où on est presque sur le point d'atteindre l'un des deux seuils, qui étaient les seuils fixés par l'ONU pour permettre l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, donc le seuil de 55% d'émissions couvertes par les pays contractants. Et avec la décision de l'Union européenne, en tout cas d'une partie de l'Union européenne, de ratifier l'accord, la décision des États-Unis, de la Chine début septembre, la décision dans quelques jours probablement de l'Inde de ratifier l'accord, on va atteindre ce seuil des 55%. Il y avait un autre seuil qui était imposé par l'ONU pour permettre l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, c'est le seuil de 55 pays engagés dans l'accord. Pour le coup, ce chiffre-là a été atteint déjà au mois de septembre, au moment d'une réunion qui s'est faite en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une réunion sur le climat, présidée et convoquée par le secrétaire général Ban Ki-moon, et au cours de laquelle 31 pays ont signé, plutôt ratifié l'accord de Paris, et pour le coup, on a dépassé à ce moment-là le chiffre de 60. Donc c'est à la fois des chiffres un peu symboliques, en même temps c'est des chiffres qui ont été fixés, écrits dans le marbre dans l'accord de décembre 2015, donc il fallait absolument les franchir pour l'entrée en vigueur. Là où on est un peu presque surpris par ce qui se passe, c'est qu'effectivement on va se retrouver à Marrakech début novembre avec une COP22 qui devait être un point de passage, une conférence un peu technique après l'accord obtenu à la COP21 au Bourget, et qui va se retrouver être, si ce n'est historique, en tout cas une COP très importante, puisque ce sera la COP où devrait être convoquée la première conférence de mise en application, d'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Donc le processus de ratification est très rapide. C'est vrai que dans le même temps, ou parallèlement à ça, les engagements des pays ne vont pas au même rythme. Et si on prend un seul exemple qui est celui de l'Union européenne, qui s'est engagée à réduire ses émissions de moins 40% d'ici 2030, ce travail-là de définition de la part de chacun, de la part des 28 dans cet effort de réduction, ce travail est à peine esquissé, il a démarré cet été, il est loin d'être abouti. Donc on a une sorte de double calendrier, un très rapide de ratification et un beaucoup moins rapide de la mise en application concrète des engagements des pays à lutter contre le réchauffement. Donc est-ce que c'est trop rapide? Difficile de répondre précisément, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a un décalage qui est assez notable entre ces deux calendriers. Alors l'Afrique du Sud a joué un rôle assez déterminant dans l'accord de la COP21 en décembre de l'année 2015, pour une raison déjà très simple, en tout cas simple quand on suit un peu les négos climatiques, c'est que l'Afrique du Sud, par notamment son ambassadrice, Madame Diseko, présidait l'an passé, donc en 2015, le groupe dit du G77 plus Chine. Alors le terme est un peu barbare, en fait. Le G77, c'est le groupe politique au sein des négociations climat qui fédère grosso modo tout le monde des pays en développement. C'est très hétéroclite parce qu'on y retrouve l'Afrique du Sud et de manière générale tous les pays du continent africain, mais dans le continent africain il y a aussi les pays pétroliers qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que certains pays, africains de l'Afrique subsaharienne, qui ne sont pas du tout des pays producteurs de pétrole, qui ont des besoins de financement face au réchauffement qui ne sont pas des problèmes que se posent pour des pays producteurs de pétrole. On trouve aussi quasiment tout le continent asiatique, l'Amérique latine qui a des positions là encore assez divergentes. Donc tout le rôle du G77 et pour le coup de sa présidence sud-africaine l'an passé, c'était d'arriver à trouver le plus petit dénominateur commun, et c'est ce qu'a réussi à faire l'Afrique du Sud. Elle a réussi à le faire parce que notamment cette équipe diplomatique avait pas mal d'expertise, aussi parce que dans l'histoire récente des négociations sur le climat, on pense beaucoup à 2009, l'année du rendez-vous manqué de Copenhague, où les pays n'ont pas réussi à s'entendre, mais 2 ans plus tard à Durban, donc ça a été convoqué une autre conférence, une autre COP, et cette fois-ci, cette COP a permis justement de mettre un peu en place les jalons de ce qui a été la COP21 à Paris. Donc l'Afrique du Sud, dans cette histoire, a un rôle très actif. Ça s'est vu tout au long de la conférence de Paris, par des tractations permanentes entre les grands pays, entre les grands pays très acteurs de ces questions, comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la France qui avait la présidence de la COP, donc en contact étroit avec l'équipe sud-africaine, jusqu'à la fin de la COP où en coulisses
C'est l'Afrique du Sud qui a permis de débloquer les derniers verrous, notamment des pays africains voulaient que la notion justement de groupe africain soit reconnue dans le texte de Paris comme pays les plus victimes du réchauffement climatique. Et la formule de compromis, c'est l'Afrique du Sud qui l'a trouvée. Donc l'Afrique du Sud, qui a depuis passé la présidence à un autre pays en développement, la Thaïlande, a joué un rôle prépondérant en 2015. Alors aujourd'hui, le climato-scepticisme, il est assez diffus. Il est présent, on va dire, dans l'histoire des négociations climat depuis longtemps, avec une intensité plus ou moins forte. C'est vrai que l'an passé, au moment de la COP21, le consensus scientifique, au fil du temps, au fil des rapports des scientifiques, des rapports du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, ce consensus scientifique s'est consolidé, s'est installé. Donc, quand on parlait l'an passé avec les équipes de négociation sur le climat, quand on parlait avec les pays, les chefs d'État ou les premiers ministres, grosso modo, le discours était à peu près le même. Oui, on est d'accord sur ce constat que la planète vit une période d'accélération du réchauffement, que c'est un danger majeur pour l'équilibre écologique, pour la survie de l'espèce humaine tout simplement. Donc on est réunis ici pour faire face à cet emballement sur le réchauffement climatique. Donc il y avait ce constat, en même temps il y a tout un climat de climato-scepticisme qui a toujours existé. Je me rappelle du Premier ministre australien qui, il y a quelques années encore, je crois que c'est en 2009, disait que le changement climatique, entre guillemets, était une connerie absolue et ne voulait pas du tout entendre parler de la responsabilité de l'homme dans le réchauffement de la planète. Là, ce climato-scepticisme, on le retrouve au niveau politique, avec des degrés plus ou moins importants, des pays comme la Russie, avec un sens de l'humour plus ou moins acceptable, disent parfois que le réchauffement climatique est une aubaine pour la Russie. C'est vrai que sur un plan purement pragmatique, effectivement, le réchauffement des terres en Sibérie permet l'exploitation de ressources pétrolières ou de ressources énergétiques colossales. En même temps, ça n'enlève rien au problème du réchauffement et des dégâts que cause le réchauffement sur les territoires. D'autres pays sont dans le viseur. Enfin, les États-Unis, on en parle beaucoup puisqu'il y a une élection présidentielle qui se profile. Donald Trump, d'ailleurs, dans la pure tradition républicaine, a eu des positions toujours assez distancées sur le climat, jusqu'à dire que le climat était une invention de la Chine pour faire perdre de la compétitivité à l'industrie américaine, dire que les éoliennes avaient pour principal problème de tuer les oiseaux. Réduire ce débat climatique à des considérations assez faibles finalement. Donc, on le ressent par exemple effectivement aux États-Unis, on le ressent de manière un peu plus ponctuelle en France. Le climato-scepticisme n'est pas totalement absent, il va sans doute ressortir de ci, de là au fur et à mesure de la campagne présidentielle. Et puis le premier à avoir un peu utilisé cette carte-là en quelque sorte, c'est Nicolas Sarkozy en septembre, qui en décalage avec tout ce qu'il avait dit, en tout cas en tant que président de la République il y a quelques années, en tant que organisateur du Grenelle de l'environnement 2007, se met à s'interroger sur la responsabilité de l'homme dans le réchauffement actuel.